Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Sur ce nouvel épisode, j'ai l'opportunité d'accueillir Alice. Alice, c'est la cofondatrice de Petite Mue. Dans cet épisode, on parle handicap invisible, on parle justement de résilience, on parle aussi de faire le deuil de sa santé antérieure ou encore du parcours d'acceptation de la maladie comme le parcours d'acceptation d'un deuil. Alice, elle nous partage aussi un petit mot sur son histoire personnelle, des outils, des ressources, des réflexions. Je vous souhaite donc une magnifique écoute. Alice, merci beaucoup de ta présence ici et puis je te laisse te présenter. Bonjour, puis merci à toi aussi de me laisser la parole pour ce podcast. Du coup, moi, c'est Alice, j'ai 26 ans et je suis donc la cofondatrice du média Petite Mue, qui est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je me suis lancée dans cette aventure-là. Super. Alors je sais, moi, un petit peu aussi pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir au cours de cet épisode. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus déjà sur Petite Mue? Tu as déjà cité le mot handicap invisible qui donne déjà une certaine dynamique, mais peut-être les valeurs, la raison d'être, peut-être aussi de quoi c'est venu, quelle en est l'origine, et de présenter ce que tu as envie de dire sur ce projet. Donc du coup, Petite Mue, effectivement, c'est né par rapport à une histoire plus personnelle, on va dire. Moi, c'est il y a 2 ans, tout pile. On m'a diagnostiqué donc une sclérose en plaques. Donc une sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, neurodégénérative, qui est aujourd'hui inguérissable, mais il y a des traitements qui existent justement pour éviter que ça se dégrade au fil du temps. Parce que c'est une maladie forcément qui, plus on avance et en général, moins ça va ça va bien. Et en fait, suite à l'annonce donc de cette maladie, de mon côté, j'ai eu plusieurs mois, je pense peut-être dans le déni, mais ça m'a pas fait tant de mal que ça. Ça a été très dur pour mon entourage. En fait, ce qui était dur, c'est de voir les autres autour malheureux et moi me dire: «Je comprends pas pourquoi moi ça va bien». Mais peut-être parce que quand ça nous concerne nous, on a l'impression qu'on gère mieux, alors que quand on est de l'extérieur, du coup, on se sent un peu impuissant aussi, je pense, face à la maladie. Et donc au bout de 4 mois, là, j'ai quand même eu une grosse phase, de moins bien, on va dire, où j'ai réalisé qu'en fait, il y a plein de choses que je pourrais plus faire, que ma santé antérieure, je devais quand même un peu faire le deuil dessus et que j'avais de la fatigue chronique au quotidien et qu'en fait, quand on est fatigué, au quotidien, forcément nos émotions sont décuplées. Donc là, ça a été un peu, dur de tout gérer. Et puis à ce moment-là, du coup, j'ai cherché, pas mal d'informations sur la sclérose en plaques que j'avais pas du tout cherché avant. Et notamment des témoignages de personnes qui vivaient pour, essayer d'entendre d'autres personnes et de comprendre du coup ce que je ressentais parce que vu que c'était un nouveau sentiment que j'avais jamais eu de ma vie, c'était dur de mettre des mots dessus. Et donc j'ai cherché beaucoup d'informations. J'en ai trouvé très peu. Et ce que je trouvais de communication qu'il y avait autour du handicap, je trouvais que ça me convenait pas forcément non plus, parce qu'on met toujours en avant des personnes âgées ou par exemple la sclérose en plaques, on met beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Or aujourd'hui, ça représente pas toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques et quand on a 24 ans et qu'on vient de l'apprendre, c'est pas ce qu'on a forcément envie de voir. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit: si rien n'existe, pourquoi ne pas créer un média qui sensibiliserait sur la sclérose en plaques. Et je me suis dit, en fait, quand j'ai
me suis intéressée à tout ça. Je me suis rendu compte aussi du handicap, enfin, de tout ce qui se passait autour du handicap invisible et qu'il y avait pas que la sclérose en plaques. Et là, je me suis dit: «C'est quand même fou de pas être sensibilisé sur, toutes les autres, maladies aussi ou ce qu'on peut vivre au quotidien». Et à ce moment-là, donc, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas créer plutôt un média sur le handicap invisible, de manière plus générale?» parce qu'en fait, que ce soit n'importe quelle maladie ou accident qui peut arriver dans la vie de tout le monde, il y a quand même des similitudes sur la façon de l'appréhender, de l'accepter et un peu le ressenti qu'on peut avoir là-dessus. Et donc c'est là qu'est née Petite Mue. Donc j'ai contacté Anaëlle qui était une amie à moi, une amie d'amis et qui a toujours voulu écrire sur les troubles psy et je sais qu'elle voulait faire de la BD. Donc je lui ai dit: «Bah, pourquoi pas on s'associer toutes les 2. On n'a rien à perdre, c'est un compte Instagram qu'on crée». Et sur ce compte, du coup, on a commencé à faire des interviews, des podcasts et de la bande dessinée pour, bah, sensibiliser de manière plus ludique, on va dire et se dire: «On s'en fiche un peu de savoir quelle maladie, on a ou enfin notre quotidien, mais c'est plutôt, ouais, quel impact en fait ça a concrètement dans notre vie personnelle et professionnelle et c'est ça qu'on met en avant, quoi. Merci pour cette belle présentation exhaustive de, bah, déjà d'un petit bout de ton histoire. C'est ce qui m'avait beaucoup parlé et touchée aussi, en fait, quand j'ai découvert Petite Mue, c'est que ça part de ton histoire personnelle et le mot et la valeur de résilience, c'est un mot qui m'est cher et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors peut-être que c'est pas comme ça que toi tu le vois, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu en me disant, ben, finalement, tu as eu une épreuve de vie, donc justement cette sclérose en plaques, et tu as cherché à en faire quelque chose, à lui donner du sens, en fait, en disant, bon, ben, dans tous les cas, cette maladie, elle est là. Comme tu l'as dit, il y a des traitements, mais il n'y a pas de totale rémission. Et tant qu'à faire, ben, autant que je mette un petit peu ma pierre à l'édifice et que ben, je trouve un côté plus lumineux, un côté plus positif à cet événement et à cette épreuve, en fait, bah, qui est celle qui a croisé ton chemin. Et je trouve ça aussi très beau de l'avoir, on va dire, élargi au handicap invisible. Est-ce que tu peux nous donner justement un peu une définition du handicap invisible? Parce que, bon, en soi, ça peut paraître clair, mais peut-être pas. Et puis une petite piqûre de rappel, on va dire que ça fait jamais de mal non plus. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, le handicap invisible, en fait, c'est toujours un petit peu difficile. On a mis du temps à bien le définir avec Anaëlle. Déjà, bah, la définition assez claire, c'est un handicap qui se voit pas. Aujourd'hui, le handicap invisible, c'est 80 des handicaps. Donc par exemple, les personnes qui sont en fauteuil roulant, c'est 2. C'est juste que je dis pas que faut pas considérer les personnes en fauteuil roulant, je dis juste que du coup, c'est le sigle du handicap aujourd'hui, c'est un fauteuil roulant, mais ça concerne que 2 des personnes et c'est pour ça que c'est très compliqué maintenant de faire comprendre aux personnes que c'est pas parce enfin, ça ne se voit pas, donc les gens ne comprennent pas qu'on puisse avoir un handicap. Donc quand on parle de handicap invisible, en fait, ça va être, les troubles, du neurodéveloppement, donc ça peut être le TDAH, ça peut être les troubles donc de l'apprentissage, ça peut être les troubles du spectre autistique, ça peut être aussi tout ce qui va être maladie auto-immune, donc il y a la sclérose en plaques, il y a aussi Parkinson, il y a le diabète, il y a va être aussi enfin ça va être le post-AVC, post-cancer parce qu'en fait derrière, bah, il y a un handicap qui est alors sur plusieurs années ou non, mais voilà et puis il faut savoir qu'une personne sur 2 dans sa vie est confrontée un jour au handicap, donc en fait, c'est pas forcément permanent le handicap. Et puis après, il va y avoir aussi tous les troubles 10 par exemple, la dyscalculie, la dyspraxie, la dyslexie. On va avoir toutes les maladies chroniques, donc notamment avec, par exemple, je donne l'exemple de l'endométriose souvent qui est la plus connue. Donc voilà, ça va vraiment être, ça va englober quand même beaucoup de pathologies aujourd'hui. Et enfin, ce qu'on essaye avec Anaëlle, c'est vraiment de déconstruire les clichés autour du handicap invisible. Et si je peux en dire deux, trois qui permet vraiment de bien définir le handicap invisible, c'est que le premier, en fait, on pense que le handicap, il est permanent, alors que c'est pas forcément le cas. Donc en fait, moi, le lundi, je peux aller courir et le mercredi, demander à m'asseoir dans le métro parce que j'ai trop mal aux jambes. Et ça, du coup, déjà, le faire comprendre, c'est compliqué parce que quand on voit même ses collègues ou ses amis: «Ah mais tu étais en super forme lundi, pourquoi ça va pas aujourd'hui?» Bah, parce qu'en fait, je le décide pas, j'en sais rien le matin quand je vais me lever si ça va aller ou pas. Donc ça, c'est vraiment le 1er cliché, qu'on essaye de déconstruire et en fait, l'autre, c'est que nos douleurs aujourd'hui, elles se voient pas forcément et qu'en fait, on essaye, enfin, enfin, dans nos dessins, par exemple, de montrer qu'on peut avoir, voilà, des douleurs, mais qu'on va pas forcément le dire aux autres, qu'on va pas vouloir embêter non plus les autres. Donc voilà, un petit peu pour, déconstruire les clichés aussi autour du handicap invisible.
Merci, tu m'as devancée, j'allais dire, est-ce qu'on peut considérer le handicap invisible comme un tabou? J'avais, déjà ma propre réponse, mais en fait, tu l'as clairement donnée. Le fait que ça ne se voit pas, ben, ça renforce aussi ce côté, tabou et tu as dit autre chose aussi en disant que, ben, le lundi, tu peux avoir, telle humeur, telle force, telle motivation, tel mood, en fait et que peut-être que le lundi, même à 14 heures, ben, c'est plus le même mood, c'est plus la même énergie et que parfois c'est des choses qu'on n'explique pas forcément. Il y a pas forcément d'explications qui sont raisonnées, raisonnables, réalistes. C'est juste un ressenti et c'est comme ça. Et il faut aussi ben, l'accueillir et l'accepter. Et parce qu'on pourrait peut-être se demander, mais finalement, pourquoi on parle du handicap invisible sur un podcast qui parle de la mort et du deuil au sens large. Alors il y a déjà le côté faire le deuil de sa santé antérieure. Tu l'as légèrement abordé. On y reviendra juste après. Mais il y a aussi ce côté-là, c'est que ben dans le deuil, c'est la même chose. On se lève le lundi matin, tout va bien. À 10 heures, on ne sait pas pourquoi, on a une boule d'angoisse, on a envie de pleurer. Et puis à 14 heures, on a envie de rire. Et à 15 heures, on est dans son lit. Et il y a aussi un petit peu cette courbe avec bah, déjà ses émotions, avec cette énergie et avec des choses qu'on contrôle pas en fait. Il y a vraiment ce côté incontrôlable et impermanence que bah, qu'on peut pas décider et que même si on voulait le décider, bah, on n'y arriverait pas et on n'aurait jamais le contrôle sur tout. Donc pour ça, ben déjà merci. Et avant de passer sur le côté faire le deuil de sa santé antérieure, dans cette signification, on va dire, de la mort symbolique, parce que c'est pas une mort physique, c'est vraiment une mort qui est symbolique, où il y a un avant et un après. Pour rester juste sur ce côté tabou, et je sais que c'est aussi l'une des volontés, des ambitions avec Petite Mue, c'est vraiment de pouvoir ben, parler librement du handicap et notamment de ne pas en faire une faiblesse. Est-ce que tu veux justement nous en dire un petit mot? Ouais, bien sûr, et j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, parce que j'ai aussi oublié de le mentionner, mais quand on parle de deuil aussi, des fois, souvent, il peut y avoir des dépressions après, ou des moments où forcément on n'est pas bien. Dans le handicap invisible, ça englobe aussi tout ce qui va être santé mentale. Donc ça peut très bien être même le choc post-traumatique, la dépression, les troubles psy, enfin donc tout ça, en fait, le handicap, nos émotions et notre santé mentale, elle est hyper importante et elle est à considérer autant que notre santé physique. Ce qu'on a tendance à oublier, et d'ailleurs j'ai même oublié dans ma présentation des handicaps invisibles. Et aujourd'hui, effectivement, il y a tout ce côté hyper tabou de je. Alors, il y a une partie des gens qui vont parler de leur handicap, mais qui vont pas être compris par les autres. Et il y a aussi une autre partie de personnes qui, pour eux, ne sont pas en situation de handicap, mais ils vont avoir quand même un handicap. Et on le remarque très rapidement, en fait, quand j'en parle autour de moi, les personnes vont dire, bah non, enfin, je vois pas pourquoi ce serait un handicap. Et je veux dire, mais est-ce que c'est une gêne pour toi au quotidien? Ah oui, c'est une gêne. Du coup, en fait, ce mot handicap, ça fait un peu flipper tout le monde. Et ce qu'on essaye avec Annelle, c'est de changer, en fait, ce regard sur ce mot. Un handicap, c'est juste qu'il y a un moment, oui, notre corps n'est plus forcément capable de faire telle chose, mais elle peut en faire plein d'autres choses, et c'est pas grave. Enfin, c'est pas une faiblesse, c'est ni une force ni une faiblesse. Pour moi, c'est juste que on passe notre vie à compenser, à s'adapter de manière différente. Euh, mais ça en fait pas du tout une faiblesse. Enfin, chacun à son corps, on va dire, à sa santé, et voilà, c'est que tout le monde va être différent là-dessus. Et je pense qu'en fait, si on regarde autour de nous, chacun a toujours un moment dans sa vie un problème de santé, et c'est en aucun cas une faiblesse. Et effectivement, si ça peut devenir aussi une force, parce que c'est une capacité d'adaptation au quotidien, de surcompensation pour être comme tout le monde, je mets entre guillemets gens normaux ou valides, mais voilà, en aucun cas pour nous c'est une faiblesse. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment cette notion, oui, c'est une difficulté, on va pas se le cacher, c'est une épreuve, mais c'est pas on employait un peu ce mot-là avant, c'est une tare. Et pour moi, c'est vraiment pas du tout ça. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est voilà, c'est différent. Et j'aime bien dire ça aussi dans le deuil en me disant, oui, il y a un avant, il y a un après. C'est pas forcément mieux ou moins bien. C'est différent. Les choses vont être différentes et ça va faire le lien après avec justement le deuil de sa santé antérieure. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Il y a peut-être des choses qu'on fera différemment. Il y a peut-être des choses qu'on faisait pas avant qu'on pourra faire par la suite. Donc, c'est vraiment cette notion de différence d'avant-après avec tout un processus aussi ben, d'acceptation, d'adaptation
aussi, tu l'as dit, tu as parlé de surcompensation, si je dis pas de bêtises, et ça en fait réellement partie. Et tu as dit, c'est ni une faiblesse ni une force, mais ça peut aussi en devenir une. Je sais que vous avez pas mal d'interviews, de témoignages, de retours. Est-ce que tu as quelques exemples où tu peux nous partager en fait des personnes, peut-être sans les citer, hein, juste vraiment dans les grandes lignes de manière anonyme, des personnes qui ont transformé un handicap en force et peut-être de quelle manière, quelle a été la forme de résilience qu'ils ont pu développer? J'ai plein d'exemples. On a eu beaucoup d'interviews. En fait, ça va être juste souvent quand on le transforme en force, en fait, ça va être des personnes qui vont se dire, OK, je peux pas faire tout ça, mais du coup, je vais faire autre chose que j'aurais peut-être jamais pensé à faire, mais qui va du coup compenser en fait le fait que de me dire au lieu de dire bah ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire, ok je peux plus le faire, mais du coup je vais faire ça. Peut-être nous notre toute première interview, on avait interviewé Mathieu Thomas qui est joueur paralympique qui fera les JO en 2024 et en badminton et du coup qui avait eu une tumeur dans le bas-ventre donc à ses 18-19 ans, je crois que il était assez jeune. Et en fait, suite à cette opération-là, il a une faiblesse dans la jambe droite. Et en fait, il en a fait une force dans le sens où, en fait, il a toujours aimé le sport et il s'est dit, 10 ans après, parce qu'il explique qu'il l'a caché pendant 10 ans, il s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'adore le sport, j'ai cet handicap et pourquoi pas les Jeux paralympiques? Alors, c'est des choses qu'on peut jamais on aurait pu, des fois s'imaginer ou se dire, bon, je me lance dans un tel projet. Et au final aujourd'hui ça se passe super bien et comme ça il y a plein d'exemples. Il y avait un exemple aussi qui m'avait touchée, alors c'est plus dans le contexte professionnel, mais on avait fait un podcast avec donc c'était Jebrin qui est malvoyant et qui avait envoyé 500 CV et qui avait jamais eu une seule réponse. Il a créé derrière son entreprise pour sensibiliser, pour faire de l'accessibilité numérique sur les sites internet. Donc il y a plein de gens en fait qui vont utiliser leur handicap en disant c'est compliqué, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, par exemple, c'est un peu ce qu'on a fait nous avec Annelle. Jamais de ma vie, je me serais lancée dans l'entrepreneuriat ou j'aurais créé peut-être quelque chose. Si j'avais pas eu cette maladie, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'embête à mettre des années avant de se lancer dans un truc, alors qu'au final, quand on teste, ça marche bien, et au pire, ça aurait pas marché, ça aurait pas marché. C'est pas grave, quoi. Et du coup, je trouve que quand on a une maladie, il y a peut-être un peu cette urgence de vivre aussi, de se dire, en fait, mon état, j'en sais rien de s'il va se dégrader ou pas. Et du coup, on fait les choses beaucoup plus rapidement, peut-être. Et c'est ce qui permet de se lancer dans plein de projets différents aussi, quoi. Merci de le préciser parce que c'est vrai que moi je dis souvent, alors de mon histoire personnelle, le fait d'avoir dû faire face à la mort de mon père, ça m'a mis face à ma propre mort. Et donc du coup à ma vie, et ça rejoint ce que tu disais là à l'instant, qu'est-ce que je fais? Parce que je touche du bois, mais pour l'instant je n'ai pas de problème de santé. Néanmoins, ça peut arriver demain. Pourquoi pas moi et pourquoi un autre ou une autre? Je peux partir demain, rien que d'un accident où je me casse la figure dans les escaliers, c'est bon, ciao, bonsoir, il y a plus personne. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Et tu vois, tu as cité cette urgence de vivre et je trouve que ça redonne aussi du sens, de la joie, de l'envie, des projets, de l'ambition. Enfin, chacun met le terme qui va derrière, que ce soit d'ailleurs de manière, personnelle ou de manière, professionnelle. L'exemple que tu donnais avec le paralympique, mais ça peut être aussi tout simplement faire un sport qu'on n'avait pas fait avant, sans avoir peut-être une ambition qui est aussi professionnelle. Et justement, juste pour déculpabiliser aussi, parce que je disais, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux, qui fait partie aussi de mes valeurs. Néanmoins, c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode. Et en plus de ça, il peut y avoir parfois un peu cette quête à la résilience, de à tout prix en faire une force, à tout prix en faire quelque chose. Sauf que, alors tu me donneras peut-être ton avis aussi sur ce point-là, mais on peut accepter la maladie, accepter un deuil, accepter une souffrance sans forcément en faire obligatoirement une force. Quel est ton avis? Vas-y là-dessus, Alice. Effectivement, moi je pense que c'est vrai qu'on parle toujours, on va mettre en avant un peu des rôles modèles de gens qui ont super bien réussi, qu'on en fait une force. Mais déjà, je trouve ça déjà hyper courageux d'arriver juste au stade d'accepter une maladie et de vivre avec. Déjà, ça c'est déjà très bien. Et même pas forcément, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, bah non, moi je l'accepte pas.
j'ai des douleurs au quotidien, j'ai plus de vie sociable, j'ai plus de vie professionnelle, je me sens hyper seule. Et bah non, je l'accepterai jamais parce que ça a détruit quand même ma vie. Et ça, c'est une réalité. Et que du coup, bah, ça va être des petits combats au quotidien. Et je pense qu'il n'y a pas de petits ou grands combats non plus. Et que juste de faire avec une maladie, c'est déjà hyper compliqué. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'en faire un truc de fou. Mais chacun avance à son rythme aussi, hein. Il y en a qui vont accepter leur maladie au bout d'un an, il y en a, ils vont mettre 15 ans, il y en a, ils vont mettre 30 ans, il y en a qui l'accepteront jamais. Et ça, c'est pas grave parce que c'est un peu ce qu'on explique aussi toujours même en santé mentale. Enfin, on se compare toujours aux autres, ils vont super bien, tout est cool, tout est bien. Bah en fait, on n'en sait rien. Enfin, peut-être que nous on n'est pas bien à ce moment-là, mais dans 10 ans, peut-être que bah notre meilleur pote qui est super heureux, bah il sera peut-être pas bien non plus. Enfin, qu'en fait on est toujours à un rythme différent et que d'accepter de se dire ok, je vais pas bien. Ça aussi c'est hyper important de bah de toute façon on peut pas, je connais personne qui va bien tous les jours, toutes les minutes quoi, et de se dire bon bah je vais pas bien, ça va pas, et c'est pas grave. Enfin de toute façon on va pas vivre je pense pas qu'on vive heureux toute notre vie, toutes les minutes, tous les jours, quoi. Donc ça, c'est important effectivement, de se dire, de se mettre des objectifs qui sont peut-être aussi abordables pour nous, et de se dire, ça sert à rien de me lancer dans un projet de fou. Juste déjà de faire ça, enfin, il y en a qui m'expliquent juste d'aller faire ses propres courses, d'aller au cinéma, regarder un film, bah, c'est déjà très bien et c'est une réussite dans une journée. Carrément, et je te remercie vraiment de le préciser. Et tu as parlé justement aussi, bah, l'une des comparaisons je trouve qu'on peut avoir avec le deuil, c'est qu'il y a cet avant-après un petit peu comme on l'a dit, cette courbe où bah, lundi matin 10 heures ça va bien, à midi ça va plus. Mais il y a aussi le fait que on n'est pas obligé toujours d'en faire quelque chose, et que c'est aussi un deuil pour moi, la maladie, parce que au-delà de cet avant-après, il y a tout ce parcours d'acceptation de la maladie qui est propre à chacun. Comme tu l'as dit, certains prendront 1 an, d'autres prendront 15 ans, d'autres prendront 30 ans. Parfois, il y a même des personnes qui partiront sans avoir eu réellement cette acceptation pleine et totale. C'est OK. Dans tous les sens du terme, c'est OK. Et c'est pour ça que moi, je mets aussi ce mot deuil par rapport à une maladie, à un accident, tout changement, en fait, parce que c'est propre à chacun, c'est personnel. Et ça, c'est vraiment important à rappeler pour éviter une culpabilisation, en fait, supplémentaire. Déjà, là, si on reste sur la notion de maladie, de handicap, il peut y avoir un sentiment d'injustice en se disant, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour avoir telle maladie, pour avoir tel symptôme, tel syndrome, tel handicap en fait, et que ma vie change du tout au tout. Donc si on peut éviter de se rajouter une notion de culpabilité en me disant un tel il a été aussi vite, pourtant je sais pas, on a eu quand on rentre après dans certains services hospitaliers, on fréquente d'autres personnes, on fréquente des pairs qui ont peut-être les mêmes symptômes, les mêmes syndromes, les mêmes handicaps, et un tel va plus vite, un tel va moins vite. Tu as parlé justement de la comparaison, du regard des autres. Mais en fait, juste de se regarder soi et pas forcément d'en faire quelque chose au sens d'une action, de quelque chose qui se matérialise, mais plus juste de l'être, en fait. Parfois, ça peut être des changements qui sont impalpables, qui sont à l'intérieur de soi, sur certaines pensées, sur certaines manières de voir la vie aussi, parfois. Et c'est en fait aussi un changement, c'est une forme de résilience, mais qui est pas forcément palpable. Je sais pas si tu voulais réagir sur ce point. Effectivement, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est d'ajouter que en fait, on peut même accepter une maladie et plus l'accepter après. Enfin, je me suis rendu compte, moi, je pensais, enfin, il y a plein de gens qui me disent, ah, mais c'est parce que quand on a créé le média, ça faisait 1 an, bah non, mais tu peux pas accepter ta maladie en 1 an et tout. Puis moi, j'expliquais que franchement, j'étais plutôt, à l'aise là-dessus, que je l'avais accepté. Et je me suis même dit moi-même, ah, tu vas peut-être, enfin, me connaissant, des fois, mes phases de déni, tout va bien, je suis persuadée d'aller bien, et après, il y a toujours un moment, de toute façon, ça me rattrape. Et en fait, il y a des jours où vraiment ça va super bien, et le lendemain, quand je vais pas être bien, bah là, j'ai des moments totaux où je n'accepte plus, où j'en ai marre, où je vais dire autour, bah en fait, moi, des fois, ça m'arrive, je dis petite mue, j'en peux plus. Enfin, je dis j'ai l'impression que ma maladie, ok, j'en ai fait quelque chose, mais en fait, si j'avais pas eu cette maladie, peut-être que je m'embêterais. Enfin, parce que en fait, ça demande énormément d'énergie. Et je me dis, mais en fait, je serais peut-être salariée dans une autre boîte. Et en fait, je me poserais aucune question comme je le fais aujourd'hui. Et du coup, je suis, mais en fait, cette maladie, ok, petite mue, on pense que ça m'a apporté quelque chose de bien, mais en fait, ça m'a pas du tout apporté quelque chose de bien. Enfin, et du coup, il y a des journées comme ça où il y a rien qui va et je l'accepte pas du tout et ça m'énerve. Et du coup, pendant des mois, je peux l'accepter, mais en fait, je pense qu'il y a toujours des moments où
où on peut un peu être là en mode non, je l'accepte pas et là je l'accepte, mais dans 10 ans, ça se trouve, si jamais, imaginons, je finis en fauteuil roulant ou je finis avec des douleurs horribles, on va dire, bah je l'accepterai peut-être plus à ce moment-là. J'en sais rien et du coup, je pense que ouais, effectivement, l'acceptation, c'est relatif aussi au temps, quoi. Bien sûr, et ça me fait rebondir sur plusieurs choses. C'est que déjà, moi, je dis souvent que le deuil, c'est un chemin, et que un peu comme une randonnée, parfois tu montes, parfois tu descends, parfois il y a des trous, parfois le terrain, il est tout nickel, tout beau, parfois il pleut et en fait, c'est aussi une aventure dont on se serait bien passé parfois et c'est exactement ce que tu dis là à travers tes mots. Donc il y a vraiment cette notion-là et je voulais rajouter quelque chose qui m'a échappé. Si ça me revient, c'est que c'était pas, si important et du coup, ça me permet de faire le lien. On l'a déjà, enfin, on va dire que j'ai fait un peu de teasing sur le côté, on l'a déjà un peu abordé, mais faire le deuil de sa santé antérieure, vraiment dans ce côté avant-après, que ce soit alors toi ton témoignage personnel ou d'autres témoignages, ou même dans les grandes lignes de manière plus générale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Bah, effectivement, pour moi, c'est un peu un deuil, pour moi, le deuil de sa santé intérieure, c'est le deuil d'une vie qu'on avait avant, qu'on n'aura plus après. Et je trouve qu'elle est encore plus impactante aussi quand on a eu, des graves maladies ou par exemple, je prends l'exemple du cancer où, pour tous les témoignages que j'ai eus, en fait, on se rend compte que d'avoir approché de se dire: «OK, potentiellement, j'aurais pu mourir et j'ai cru que j'allais mourir», bah, après on est c'est pas pareil notre vie, de comprendre ça, bah, je trouve que ça change totalement et notre vie elle peut pas être comme avant et ce genre d'événement ou d'annonce d'une maladie, bah, c'est un petit peu compliqué. Alors, je le dis dans le sens où des fois parce que moi je suis le cas de que j'ai eu un handicap, que j'ai eu après enfin que j'ai eu une vie sans handicap et que j'en ai eu après. Quand je discute avec des gens qui ont eu un handicap dès la naissance, c'est aussi j'avais une super, discussion avec une, personne qui m'avait vraiment touchée, qui avait, elle, un handicap depuis sa naissance et qui a dit: «Oui, mais du coup, on nous dit que enfin, il y a pas d'avant d'après, donc ça doit être plus simple à gérer, tu as toujours eu l'habitude, tout ça». Et elle dit: «Ouais, mais moi, j'ai fait le deuil de jamais avoir une vie comme tout le monde et fait je ne pourrai jamais le vivre et du coup, j'en sais rien de ce que c'est». Donc c'est aussi dans le sens inverse de se dire: «Quelle vie j'aurais pu avoir?» que aussi dur de se dire: «Bah, il y a ma vie d'avant et après». Et après, dans tous les cas, en fait, c'est juste une autre vie. Et je pense que dans tous les cas, dans la vie, alors effectivement, on parle de maladie ou de deuil, de perdre quelqu'un, mais en fait, dans notre vie, il y a plein d'autres types de deuil et on peut en avoir plein. Et de toute façon, c'est sûr que ça nous arrivera, enfin, ça arrivera à tous. Et ça, c'est important aussi de le garder en tête. Et j'avais enfin, pour les armes face au deuil, je trouve que il y a une super interview qu'on a fait, qui est une personne, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a écrit Vivre après Marc. Et qu'en fait, il raconte l'histoire, Noémie, voilà, Noémie. Noémie C'est Tilberg. et ben, je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle a dit dans une de nos interviews. C'est en fait comment puiser enfin comment on arrive à avoir la force de continuer à vivre après donc le deuil de son mari et que sa psychologue lui avait dit mais en fait utilise toutes les forces que tu as utilisées avant dans ta vie courante et en fait tu peux juste les utiliser mais tu les as déjà en toi, tu as déjà eu des mécanismes pour aller mieux. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire, mais oui, en fait, il y a peut-être d'autres événements où j'ai eu la force de passer au-dessus de ça. Ben, en fait, si c'est en moi, je sais les utiliser et je vais les utiliser. Et je pense que c'est pareil avec quand on apprend une maladie ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses, des fois, dans nos vies. Enfin, je prends mon exemple, mais j'ai pas vécu toujours des trucs très faciles. Et du coup, je me suis dit, OK, ces moments-là, bon, j'ai galéré, mais je suis passée au-dessus. Donc, en fait, ça, je peux aussi passer au-dessus. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus d'un nouveau deuil, ça permet de se dire: «OK, je suis capable de le faire. Donc en fait, il peut m'arriver d'autres choses, mais je pense que ça aide à mieux gérer derrière d'autres situations de notre vie». Enfin, je suis persuadée que ça nous aide, à gérer des problèmes qu'on aura après, quoi. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup, ça me fait rebondir, c'est que, tu disais oui, il y a cette notion un peu où l'humain, il oublie. Tu sais, il oublie qu'il a eu certaines galères et il oublie les ressources ou les outils qu'il a pu utiliser. Et tu as parlé du fait que, justement, on est face à notre propre mort, par exemple, ou à notre propre finitude, ou à notre mort qui peut être anticipée par rapport à ce qu'on pensait avant quand on apprend un diagnostic et ça aussi, on l'oublie. C'est-à-dire que
on est des êtres humains, mais on est des mortels. Dans la définition même de notre nature, de qui l'on est, cette notion de la mort et de la finitude, elle est là, et pourtant on veut pas forcément la voir. Et c'est quand il nous arrive des événements extérieurs, alors bien sûr avec le handicap, la maladie, ou même parfois le fait de le voir chez un proche, rien que le fait d'y assister d'un point de vue extérieur, un peu comme l'exemple que je donnais où je disais le décès de mon père m'a mis face à ma propre mort, et en fait ça nous revient en pleine tête, et ça peut être aussi des changements avec justement cet avant-après, dans le sens de faire le deuil de sa santé antérieure. Et du coup j'étais revenue et t'en as un petit peu reparlé. Tu disais que justement sur certains deuils passés, on va dire, on avait développé certaines ressources qu'on a justement parfois oubliées. Et moi, je dis souvent, un deuil, ça peut devenir une ressource pour plus tard, à condition de le regarder, de plonger, de l'accepter, d'aller dans cette courbe d'émotions avec ses hauts, ses bas, ces moments qui sont loin d'être agréables, où c'est rempli de souffrance, de tristesse, de désespoir, enfin toutes ces émotions plutôt lourdes, qu'on va dire plutôt lourdes. Et j'aime bien donner cette image, c'est un train peut en cacher un autre. Et tu disais, un jour ça va aller, et puis parfois peut-être que dans 10 ans, je le reprendrai d'une certaine manière en pleine tête, de par un événement extérieur ou non, de par, comme tu l'as dit, si par exemple à un moment tu dois finir en fauteuil, c'est comme un peu un nouveau stade qui nous redemande en fait à se replonger dans ce deuil-là. Et du coup, moi, j'aime bien dire, et je pense que tu me diras si c'est la même situation dans la maladie, mais un deuil ne se termine jamais réellement. On y ajoute toujours des petites briques de compréhension, de résilience, d'acceptation, d'émotions plus lourdes, mais en fait, ça se termine jamais réellement, et chaque jour ou chaque année qui passe, si je prends l'exemple d'un décès où chaque année, il y a cette même date de décès, où il y a cette même date d'anniversaire, ou ce même Noël, ou voilà, des événements bien précis qui nous ramènent à ça. Et peut-être que l'année X, ça va, et l'année Y, ça va pas du tout. Et pourtant, on pourrait dire, mais ça fait 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Et pourquoi aujourd'hui, ça va moins bien? Parce que parfois, on reprend certaines choses, où il y a des choses qu'on n'avait pas vues, ou qu'on n'avait peut-être pas voulu regarder non plus, qui se mettent sur notre chemin. Est-ce que tu as un peu ce même sentiment dans la maladie, ou même de par les témoignages que tu as pu avoir? Ouais, je pense qu'il y a ce sentiment-là parce que je pense que c'est comme pour un deuil, il y a des choses qu'on, de toute façon, on peut pas oublier, enfin, ça s'oublie pas. Donc c'est comme une cicatrice à vie, en fait, hein, une marque qu'on a eue dans notre vie. Et du coup, je le vois, j'aime bien l'illustrer, c'est ce qu'on fait souvent dans nos BD, de le voir un peu comme un colloque enfin, que la maladie est un colloque, comme le deuil, un, une émotion qu'on a, qui nous suit tout le long de notre vie et qui des fois des fois nous saoule moins, des fois on s'entend bien avec, des fois on s'entend moins bien avec, et de se dire voilà, il y a toujours des fois, peut-être que ce colloque s'endort pendant quelques années et on n'en entend plus trop parler. Et du coup, de personnifier comme ça ce qu'on peut ressentir, du coup, ça permet de se dire, ok, voilà, de toute façon, ce sera à vie. Et de toute façon, enfin, pour moi, le handicap ou la maladie, ça nous définit pas. Mais faut être honnête, enfin, comme le deuil ne nous définit pas, mais enfin, il est quand même là tous les jours, donc il impacte aussi notre personnalité, notre façon de voir les choses. Donc moi, je dis que le handicap nous définit, enfin, beaucoup de gens le disent, mais je pense qu'il nous définit quand même un petit peu, et je pense que le deuil aussi, parce que comme tout événement qu'on a de notre vie, crée notre personnalité qu'on a aujourd'hui, enfin, je viens de me rendre compte qu'en fait, si le handicap nous définit, alors que j'ai toujours dit le contraire. Mais non, non, mais je pense qu'en fait, c'est tellement, enfin, ça va tellement dépendre des personnes, mais ouais, je pense que c'est juste qu'on apprend un jour à juste qu'on vit avec. Ouais, c'est vivre avec. Et dans tous les cas, dans notre vie, on vit toujours avec. Enfin, ce qu'on a vécu. Peut-être que pour rebondir, tu as peut-être pas envie d'être identifié uniquement Mmh. peut-être par ce handicap, mais ça n'empêche qu'il fait partie de ton identité. Ouais, En tout cas, c'est comme ça que ça me venait. c'est bien résumé. Et pour dire un petit mot, justement, on en a aussi un peu parlé, mais sur le parcours d'acceptation de la maladie, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur ce point? Je pense qu'il y a plusieurs phases pour accepter une maladie. Et je pense que faut aller à son rythme, et faut accepter de faire des allers-retours un peu entre les phases, revenir avant. Je pense que c'est légitime aussi d'être énervé, c'est légitime d'être pas bien, c'est légitime peut-être d'aller super bien, alors que
Parce que par exemple, c'est vrai que des fois, quand on va super bien, on nous dit on va nous faire culpabiliser. Ah oui, bah ça, enfin, on a le droit de profiter. Enfin, je sais pas moi, par exemple, cet été, j'ai été en festival, j'ai fait 5 jours de festival, j'ai marché 50 kilomètres, ce qui est énorme. Et la sécurité, quand j'ai voulu passer un moment devant, on m'a dit bah t'es en festival, en gros t'es pas handicapé quoi. Bah ouais, bah je suis en festival, je galère, ça se voit pas, mais j'ai le droit de profiter, j'ai le droit d'aller bien et j'ai le droit de faire comme tout le monde. Et c'est pas grave, je vais le payer sur le moment, je vais bien le vivre, je vais le payer pendant 2 semaines après, mais il y a personne qui va me dire bah en fait non, limite je devrais rester chez moi si ça va pas quoi. Et ça c'est compliqué, même dans le travail, des fois j'aurais été salarié, bah peut-être que j'aurais dû être arrêtée à cause des 5 jours que j'aurais fait. Mais c'est pas de ma faute, j'ai juste voulu profiter comme tout le monde. Bah oui, derrière ça me crée de la fatigue, mais ça c'est pas de ma. Enfin, il y a un moment où une vie personnelle compte aussi énormément. Donc ça c'est aussi important de le garder en tête aussi. Oui, puis c'est la définition même d'un handicap invisible, en fait. C'est que t'es pas une menteuse, c'est juste que ça ne se voit pas et que c'est pas perceptible, en fait, à l'extérieur par l'entourage, comme un deuil, justement. Donc, je te remercie de l'avoir précisé et de l'avoir rappelé. Et il y avait une chose que tu m'as dit un petit peu quand on a échangé avant de valider la date de cet épisode de podcast, c'est que justement le fait, d'avoir eu ces problèmes de santé, de les avoir encore aujourd'hui, ça t'a permis d'une certaine manière de mieux comprendre, les personnes âgées et j'avais envie que tu nous dises un petit mot là-dessus. Bah effectivement parce qu'en fait déjà on se rend compte déjà je pense de vivre avec des douleurs au quotidien et de perdre de l'autonomie dans notre quotidien. Et ça on pense jamais que ça va nous arriver quand on a 24 ans, on va dire. Et en fait, depuis, moi, j'ai eu plein de discussions avec mes grands-parents que je comprends beaucoup plus quand je les vois pas bien, parce qu'avant, je me disais, bon, ils vont pas bien, mais bon, ils sont vieux. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est le cours de la vie, c'est comme ça. Bon, bah, comme avoir une maladie, c'est aussi le cours de la vie, on va dire. Mais du coup, effectivement, bah, je les comprends un peu plus, que je me dis, ah ouais, enfin, c'est vraiment chiant, enfin, au quotidien comme ça. Et pareil, bah, il y a pas, en général, on prévoit pas que dans 10 ans, ça aille mieux. Donc du coup, d'accepter que son corps diminue et ce que j'ai compris, c'est aussi parce qu'il y a plein de fois où on a envie de les aider et qui disent bah non, et je me dis mais ils sont têtus, ils sont trop d'égo sur des trucs. Et en fait, je me dis ben non parce qu'en fait, c'est vrai des fois qui on galère, mais on a envie de continuer de d'être comme tout le monde et de pouvoir être autonome en fait. Et mais aussi, je pense qu'il faut quand même accepter des fois qu'il faut de l'aide et que ça fait du bien d'avoir de l'aide aussi. Hein. Je dis pas que mais ouais, je pense que du coup, je les ai plus compris. Puis tout comme toute personne âgée. Et là aussi, je pense que c'est d'être seule. Parce que forcément, enfin moi je suis hyper bien entourée dans mon entourage. Enfin, j'ai toujours plein de trucs de prévus. Enfin, je suis rarement je pense que je suis pas quelqu'un qui aime bien être toujours toute seule, donc je vois souvent des gens. Mais effectivement, avec la maladie, je me suis rendu compte quand même qu'il y a un peu une exclusion sociale. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on sort plus, donc des fois on pense moins à nous inviter ou à sortir tard le soir. Il y a plein de choses et je me suis rendu compte des fois indirectement, il y a moins de propositions. Et du coup, je me suis dit, ah, il y a vraiment, enfin, on le ressent. Alors je me dis, quand on est une personne âgée, quand peut plus rien faire, bah là, tout le monde continue sa vie en fait. Les gens ils s'arrêtent pas de vivre pour nous, donc là, je comprends que la solitude, je pense, c'est compliqué aussi quand on est une personne âgée. Moralité, soyez plus attentifs à vos grands-parents. Ouais. Bah, moi, je les appelle beaucoup plus du coup maintenant. Ouais, peut-être plus de bienveillance. Alors ça dépend quel âge, on va dire, mais je pense que quand on est à l'adolescence, parfois on a ce côté où ils sont chiants, ils sont vieux, et cetera. Mamie elle pique quand elle fait des bisous, papy pareil. Mais en soi c'est tellement précieux et ça me fait penser au témoignage de Mathieu que j'avais recueilli, qui avait perdu son papa et justement le fait de perdre son père, ça l'a beaucoup plus rapproché aussi de ses grands-parents dans cette notion d'importance du lien aux autres, l'importance de la famille et que ben un jour ou l'autre ça peut aussi s'arrêter. Je te remercie beaucoup pour cette petite précision en plus et pour terminer, pour conclure, je voulais te laisser un moment juste de parole libre. Est-ce qu'il y avait, alors bien sûr au-delà du média Petite Mue qui sera bien entendu en lien dans la description, est-ce qu'il y a un outil, une ressource, un livre, une chanson, je sais pas, quelque chose que tu aurais envie de partager, qui te ferait plaisir de partager ici?
Alors, faut que je réfléchisse à tout ça. Je pense que moi, ce qui m'aide beaucoup, des fois pour comprendre des situations, moi, ça va être beaucoup les films. Je vais être moins livre, même on en reçoit beaucoup, mais je prends jamais. Enfin, faut trop de concentration des fois, et moi, je préfère les films. Et après, bah nous sur notre compte, après on conseille tous les mois des films, on conseille aussi des livres. Et les films, ça aide beaucoup. Par exemple, bah, le dernier film que j'ai vu, bah, c'était hier à l'avant-première qui s'appelait La beauté du geste sur une fille qui était sourde et qui fait de la boxe. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, ça nous permet de nous mettre à la place de cette personne-là, de ce qu'elle vit au quotidien. Donc, je pense que les films, moi, j'aime bien. Je pense que c'est des ressources qui sont hyper intéressantes. De développer une certaine forme d'empathie, en fait, dans ce que tu dis. C'est ça. OK, cool, je te remercie. Et dernière petite question, tu es la première à qui je la pose plutôt. Si tu devais voir une, personne, que ce soit un témoignage ou quelqu'un qui œuvre dans ce domaine-là, au micro de Oli et Thanato, quelle serait la personne qui te viendrait? Euh... Ah, faut que je réfléchisse. Bah, je pense qu'il y a une personne, bah, toujours un peu dans le handicap invisible que j'admire beaucoup et qui sensibilise énormément, qui est Camille Raka, du compte Draw Your Fight, et qui par les dessins, en fait, donc elle est étudiante en médecine, euh, et du coup, elle explique qu'en médecine, les gens sont pas du tout sensibilisés au handicap invisible. Donc voilà, moi je pense que, enfin, si on parle de handicap invisible, ce serait cette personne-là. Cool. Je te remercie beaucoup Alice pour ton temps, pour ton témoignage, pour ta confiance et puis, du coup, je te dis à très vite. Bah, merci beaucoup et à très vite aussi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.